Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre votre magazine littéraire C'est écrit. Pour ce numéro, nous sommes installés dans la bibliothèque de l'espace rencontre jeunesse de Bobo-Dioulasso à Dafra. C'est un arrondissement de la ville de Sia. Et pour la discussion ce soir, je reçois Joseph Bakita Sanou, romancier, conteur, nouvelliste, lauréat de la Semaine nationale de la culture plusieurs fois. Et nous discutons, il était une fois au Feuillantine. Bonsoir, monsieur Sanou. Bonsoir, monsieur Kindo. Il était une fois au Feuillantine, c'est un roman, une sorte de conte, un récit réaliste, dira un critique. Et l'histoire place le lecteur au centre de la vie de Daphné, une jeune dame mise sous cloche par son père, mais également qui est quelque part l'espoir perdu de son père. Bon, l'espoir perdu, oui, c'est tout à fait juste. En fait, le père veut que sa fille puisse être de l'élite de la ville de Sia, pour ne pas dire du pays où ils sont. Oui, Sia qui n'est pas écrit comme Sia. Bon, vous savez un peu, nous sommes dans la fiction. Et Sia, j'ai joué sur ce mot Sia, mais en fait, dans ma langue aussi, on prononce Sia. Moi, je suis d'un village où ce nom-là, Sia, se prononce Sia. En langue Bobo-Mandara. En langue Bobo-Mandara, justement. Oui. Et l'histoire, c'est d'abord lors d'une fête d'arrosage du baccalauréat de Daphné. Tout à fait. Et un conflit éclate avec ses parents, mettant au grand jour la crise qui secoue une famille aisément et apparemment sans problème. Bon, oui, c'est vrai, apparemment sans problème. On pourrait dire que dans toute famille, il y a des problèmes. Mais ici, le problème, c'est que cette crise, à un moment donné, a été un summum. Parce que Daphné, l'héroïne, au départ, avait pour vocation de devenir une religieuse, une sœur religieuse. Et le père a tout fait pour que cette fille soit détournée de cette vocation première. Et par la suite, le père veut que sa fille puisse être vraiment une intellectuelle au sens, j'allais dire, où il le voulait, puisqu'elle puisse aller jusqu'au doctorat, en fait. Et ce qui va se passer dans l'histoire de Daphné, c'est que, inscrite, comme je l'ai dit, à l'âge de 4 ans à l'école, rigoureusement encadrée et tenue à l'écart des enfants de la populace, Daphné a une progression satisfaisante jusqu'à la classe de première, où elle rencontre un certain Kandia. Tout à fait. Et voilà tous ces déboires qui commencent. Les choses commencent à ce moment-là, puisque, vous savez, comme vous l'avez dit si bien, elle a été mise un peu dans le cocon religieux, un peu. Bon, on ne veut pas qu'elle soit un peu avec les autres, j'allais dire les jeunes enfants qui sont un peu tout autour d'elle, sauf l'école. L'école, la religion et puis le catéchisme et tout ça. Finalement, bon, une fille qui n'est pas préparée, j'allais dire, à la vie du monde, va se retrouver piégée par ce Kandia que vous avez si bien nommé. Et elle tombe enceinte de Kandia. Elle tombe enceinte de Kandia. Et la grossesse qui s'ensuit provoque un conflit entre Daphné et son père. Tout à fait. Et fuyant la famille par une nuit, Daphné se réfugie au couvent Les Feuillantines. Tout à fait. C'est le cœur même, j'allais dire, de ce roman. Les Feuillantines, bon, beaucoup de personnes demandent qu'est-ce que ça veut dire Feuillantines. En réalité, c'est le nom d'un couvent. Un couvent où il y a des sœurs religieuses, bien sûr. Et cette Daphné qui aspire, j'allais dire, à l'absolu, peut-être à d'autres, j'allais dire, un peu le spirituel. Et donc, elle trouve naturellement que c'est aux Feuillantines qu'il faut se réfugier pour méditer un temps soit peu sur sa situation délicate avec son père, le conflit larvé qui a, à un moment donné, j'allais dire, pris les proportions importantes. Et de son refuge, l'enfant, qui est le fruit de l'amour entre Kandia et Daphné, naît. Et Auguste, le père, arrache l'enfant et le remet à la famille de Kandia, Oui. et qui est une famille très pauvre, dans un quartier que vous avez nommé Sosoribougou. Sosoribougou, c'est aussi la précarité. Sosoribougou, c'est la précarité. Et je l'ai dit dans le roman. En réalité, Sosoribougou pourrait être nommé, comme je le dis dans le roman, une sorte de ghetto, c'est-à-dire un quartier un peu où les habitations ne sont pas tracées au cordeau, comme on le voit. Loti, bon, on appelle cela finalement au Burkina Faso, les non-lotis. Et justement, ce Kandia, qui a mis enceinte Daphné, se trouve dans ce quartier-là. Mais en réalité, comme vous l'aurez bien su,
en lisant le roman, c'est à l'école que la rencontre s'est faite, lors puisque tous deux font partie d'une troupe de théâtre, une troupe théâtrale de leur lycée, et c'est là que la rencontre va se faire, puisque la troupe travaille pour faire la sensibilisation contre la sensibilisation par rapport au VIH-Sida. Oui. Et donc, c'est là que la rencontre se fait, et bien, elle se laisse mettre enceinte, quoi. Et malgré cette grossesse, et ensuite, quand on lui a retiré son enfant, elle arrive à terminer ses études secondaires, elle obtient le bac, elle s'inscrit d'abord en médecine, des études qu'elle commence sans certainement l'avoir terminée. Bon, il faut dire d'abord, comme à un moment donné, vous avez bien précisé, elle est allée à l'école à 4 ans. Sans doute que cela a joué sur sa scolarité, mais il faut bien préciser qu'elle a fait le bac 3 fois. Et on peut, d'une certaine manière, dire peut-être qu'elle a été un peu dégoûtée. On peut dire, même si je l'ai écrit, je pense qu'on peut supputer là-dessus. Peut-être que tout ça a fait qu'elle a été un peu dégoûtée. Et toujours est-il que pour elle, il faut passer un concours pour pouvoir intégrer rapidement la vie active. D'autant plus qu'elle a un enfant à élever, même si cet enfant ne fait plus partie du giron familial. L'enfant a été rejeté par le père, qui l'a remis donc à la famille de Candia. Mais elle pense pouvoir travailler rapidement pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Et elle ne termine pas les études en médecine, elle se tourne vers des études d'eau et forêt, d'agent d'eau et forêt. Et elle rencontre Minogo qui était le monsieur qui l'avait secouru quand elle avait eu un malaise, quand elle se rendait, elle voulait se réfugier au Féantine, au couvent. Et finalement, Minogo lui-même, c'est un écologiste. Il est veuf. Oui, il est veuf. Il vient d'être veuf. D'être veuf, oui. Et il avait adopté un jeune garçon. Un jeune garçon. Et sa formation finie, Daphné effectue un séjour à Abeba, le village de son père, auprès de Tondo, et puis sa grand-mère. Voilà, de Roko, sa grand-mère. Et au cours d'une kermesse, elle rencontre à nouveau Minogo. Oui, bon, tout ce rebondissement. Bon, oui, c'est un rebondissement, j'allais dire, peut-être voulu, puisque en réalité, l'écrivain doit pouvoir allier aussi l'écriture qui est un plaisir en soi, ce que Jean-Paul Sartre appelle la joie esthétique, mais lié aussi, j'allais dire, les tenants et les aboutissements de l'histoire, en sorte que ça soit intéressant. Donc, d'où ce rebondissement. Elle rencontre pour la première fois Minogo lors d'une conférence que ce dernier est venu donner à l'école des agents des eaux et forêts. Bon, mais tout est fait en sorte qu'elle n'a pas le courage de l'approcher pour vérifier en réalité que c'est lui. Et donc, j'allais dire, la surprise va se faire au village où elle va reconnaître en Minogo ce personnage qu'il avait secouru au Féantine. Joseph Sanou, nous allons aborder les personnages de votre roman et leurs intentions. D'abord, Daphné. C'est l'héroïne du roman. Tout à fait. C'est une citadine. Elle vit dans une ville qui s'appelle Séa, pas Sia. Séa, oui, tout à fait. Et qui est maintenue à l'écart de la société par son père, Auguste. Un Africain à la vie occidentalisée, si on peut le dire ainsi. Oui, d'aucuns diraient un nègre blanc, ou un blanc nègre, je ne sais pas. Bon, toujours est-il que les qualificatifs ne manquent pas pour nommer cette personne. Et par le caractère introverti de Daphné, qui est forcément à l'opposé de son père, elle cherche le calme et la méditation, ce qui l'avait même poussé à aller vers le couvent aux Féantines et pour se réfugier, mais également pour retrouver le calme, la paix intérieure. Oui. Il faut dire que quelque part que Daphné, peut-être dans le roman, je ne sais plus exactement comment j'ai dit cela, mais je dis quelque part Daphné est siamoise avec sa mère et quelque part jumeau avec son père. Siamoise, pourquoi avec sa mère? Parce qu'elle a justement ce caractère qui veut qu'elle recherche justement le calme, elle recherche la sérénité, le spirituel. Mais elle est jumelle avec son père du point de vue du tempérament quelque part aussi. Voilà la ferme volonté d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a voulu, sans être, j'allais dire, nègre blanc ou négresse blanche quelque part. Et le choix de sa profession, c'est comme si c'est une sorte de renouement avec la société traditionnelle à travers sa grand-mère Tondo,
qui est en quelque sorte aussi le symbole de sa révolte, parce qu'à un moment donné, il faut le dire, Daphné s'est révoltée. Oui, elle s'est révoltée. Il faut dire, comme l'a si bien dit Salukassi Lamine dans sa critique aussi quelque part, Daphné a quelque chose de sa grand-mère. Elle a quelque chose de sa grand-mère et cela fait que l'envie, bien sûr, d'être africaine au sens, j'allais dire plein du terme, fait que un certain amour pour la nature, un certain amour pour tout ce qui est traditionnel, puisque le choix de travailler, d'être agente des eaux et forêts n'est pas, j'allais dire quelque part, neutre. Peut-être que c'est le choix de l'écrivain que je suis, mais il y a aussi un clin d'œil par rapport à un certain nombre de thématiques aujourd'hui, notamment l'écologie, je veux dire la nature, l'environnement qui se dégrade. Ce qui fait que, quelque part, cette coïncidence entre Minogo et Daphné, qui d'une part est agent des eaux et forêts, et Minogo lui-même qui est aussi dans l'environnement, dans l'écologie, ce n'est pas un choix fait au hasard. Et il y a aussi Auguste, le père de Daphné. Oui. Je l'ai dit, un occidental, en fait un Africain occidentalisé. Oui. Il est imbu de lui-même. Oui. Il recherche les pouvoirs temporels. Oui. Et apparemment, chez le narrateur, vous détestez cela. Vous savez que l'orgueil, qu'on le veuille ou pas, quelque part, écorche. Être imbu de soi, c'est quelque chose, quand vous l'affichez, quel que soit le lieu où vous vous retrouvez, même devant un enfant, si vous affichez votre orgueil, ça va forcément l'écorcher. Et quelque part, je ne suis pas pour ceux qui sont vraiment orgueilleux ou qui affichent leur orgueil. Voilà. Et le fait qu'il a ce comportement crée une rupture avec la société. Prenons tout simplement ceux du village, hein. C'est un peu un point de vue. Ceux du village, vraiment pour pouvoir les approcher, pour pouvoir être en symbiose avec eux, si vous allez en affichant votre orgueil, ce que j'ai remarqué, jamais vous ne serez adopté avec eux. Il faut vous mettre sur un pied d'égalité avec eux. Il faut l'humilité, leur montrer que nous sommes pareils. Et donc, c'est ce que je remarque personnellement quand je vais au village ou que je les approche. Si vous voulez montrer que c'est vous l'homme de la ville, c'est vous l'occidentalisé, c'est vous le civilisé, en réalité, vous n'allez jamais atteindre l'objectif que vous visez avec eux. Il y a un autre personnage, Minogo, qui est une sorte de figure d'homme idéal. Et on le voit, il est compétent dans son domaine. Tout à fait. Il est aussi gentil, surtout gentil. Oui, ce terme gentil est tout à fait juste parce que je me dis quelqu'un qui a un certain humanisme quelque part, il ne peut pas ne pas être gentil. Et l'humanisme, à mon avis, vrai, humanisme, aimer l'être humain, aimer les autres, je prends ça au sens premier du terme, mais l'humaniste ne peut pas ne pas aussi être amoureux de la nature, aimer l'environnement. Donc c'est ce qui fait que ce personnage-là, mais plutôt sympathique dans le roman. Et on termine par le personnage de la grand-mère, Tondo. Oui. C'est la grand-mère de Daphné. Tout à fait. Elle a les traits de jonction entre deux générations. Oui. Et c'est d'abord sa génération à elle, qui représente une Afrique intemporelle, une Afrique authentique, mais aussi la génération de Daphné, qui est une Afrique qui risque de perdre ce capital important. Oui, et c'est ce qui fait vraiment que le fait que la grand-mère, à un moment donné, vient au secours, en guillemets, de Daphné, est tout à fait justifié. Je veux dire que cette Afrique traditionnelle, moi je mets traditionnelle en guillemets, hein, parce qu'en réalité, est traditionnel, ce qui bon, n'est pas récent, on peut dire que c'est le passé, mais en réalité, il faut que toujours cette génération qui pense qu'elle est d'une génération de la modernité, une génération de l'Internet, etc., doit toujours avoir un pont pour pouvoir aller vers cette Afrique traditionnelle. Et c'est ce qui fait que Tondo ici apparaît comme ce pont-là. On va aborder à présent les thématiques du roman. D'abord, il y a l'amour, il y a l'éducation, il y a la religion, les thèmes foisonnent. Mais d'abord, le thème de l'amour, qui peut être un des thèmes centraux du roman. Il était une fois au Feuillantine, peut être considéré comme avant tout un roman d'amour. Pourquoi pas? Ça peut être considéré comme un roman d'amour dans la mesure où, pour moi, tout est amour. Tout est amour, on ne peut rien faire sans amour. Même la haine?
Bon, la haine, C'est non, amour. quand je dis tout est amour, ça dit quand on veut atteindre des objectifs, c'est juste, hein, votre réplique est assez intéressante. Même la haine n'est pas l'amour. Ça, je m'empresse de dire non. Mais en réalité, si je dis tout est amour, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas bâtir de grandes choses sans amour. Quelque part, vous êtes croyant, je suis croyant, donc nos deux religions disent Dieu est amour. Si Dieu est amour, donc à travers Dieu, si on n'aime pas, on ne peut pas faire de grandes choses. C'est parce que, par exemple, j'aime la littérature que je peux produire des œuvres littéraires dans ce sens. Et cet amour, c'est comme le ressort principal de l'intrigue de votre roman. Oui. Même s'il n'est pas immédiatement perceptible, on le sent, c'est la relation qui se tisse entre Daphné et Minogo, entre Daphné et Candia également, qui est dans cette intrigue amoureuse, Oui. le faux héros qui ravit. Oui, la vedette, à un moment donné, Tout à à un autre personnage, bon, j'allais dire un personnage secondaire, il ravit la vedette et puis finalement, c'est lui qui... Il est faux heureux, c'est juste, en ce sens qu'à un moment donné, il va s'éclipser. Lui qui est un footballeur, qui rêvait de grands projets, malheureusement, il va sombrer, j'allais dire, dans le gouffre à un moment donné, quoi. Oui, sa carrière va. Il va sombrer dans le gouffre, et voilà. Sinon, c'est un roman de l'amour parce qu'il y a l'amour entre deux jeunes gens à un moment donné, notamment Daphné et Minogo. Mais Candia, ça c'est vraiment après mise en veilleuse. Il y a aussi le thème de l'éducation. On le voit, le destin de Daphné, c'est tel que conçu par son père, est au centre de l'histoire, oui, tout c'est à vrai. Mais il y a également le fait que Auguste veut que sa fille obtienne coûte que coûte le doctorat. Voilà. Parce que lui, il avait rêvé être voilà, un grand. Oui. Et, Bon, voilà. oui, tout à fait. L'histoire du père de Daphné, Auguste, c'est quelqu'un qui a vraiment, j'allais dire, une sorte d'autodidacte, quoi. Quelqu'un qui est parti d'instituteur jusqu'à professeur d'université. Bon, c'est comme de façon à rebours, il voudrait que Daphné réalise, il veut réaliser à travers Daphné ce que lui n'a pas pu faire. Lui n'a pas pu réaliser. Et cela pose du coup le problème de l'éducation à un moment donné, parce que nous avons des projets pour nos enfants, nous avons des projets pour des jeunes gens, nous avons des projets même pour peut-être des personnes qui nous sont proches, mais ces projets parfois ne coïncident pas avec ce que nous avons, avec ce qu'eux-mêmes ont comme vision de leur projet, quoi, de leur avenir. Et c'est ça un peu qui fait qu'il y a ce conflit entre Daphné et son père, puisque lui, il a un projet, elle a un autre projet. Et s'ils n'arrivent pas à s'entendre pour coïncider leur projet, pour se comprendre, cela crée forcément un conflit. Et on peut même se poser la question de l'inscription précoce des enfants à l'école, l'échec de Daphné. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que à l'adolescence, il est question de compétition, elle entre en compétition avec des gens plus mûrs Tout à fait. et plus rétors qu'elle. C'est tout à fait juste. Et en fait, ici aussi, j'ai observé, peut-être que je peux me tromper, je n'ai pas fait de statistiques et autres, mais de plus en plus, les gens mettent leurs enfants très tôt à l'école. Je n'ai rien contre le choix des uns et des autres, mais toujours est-il que j'ai lu noir sur blanc dans un livre pédagogique qui dit que mettre un enfant à l'école à 6 ans même, dans le temps, ça remonte déjà à une dizaine d'années, c'était déjà une erreur. Donc ici, la psychologie de l'enfant a bien étudié les choses pour dire qu'un enfant doit aller à l'école à cet âge-là. Si quelqu'un met son enfant à 4 ans au CP1, je pense que ça n'engage que lui. On veut que nos enfants parviennent à un certain âge à avoir le bac et à être à l'université, mais je me dis, il y en a qui veulent aller plus vite que, j'allais dire, la réalité qu'il faut, quoi. Et finalement, les échecs répétés de Daphné ne sont-ils pas les échecs de sa famille? C'était pas... C'est l'échec j'allais dire, l'échec de son père. Je pourrais dire tout simplement cela. Et certainement ce qui explique le sous-titre l'histoire d'une famille burkinabé. L'histoire d'une famille burkinabé. En réalité, pourquoi même avoir mis l'histoire d'une famille burkinabé? C'est tout simplement pour dire qu'un écrivain en tant que tel ne peut pas échapper à son milieu. Et ce milieu-là, mon milieu, c'est d'abord le milieu burkinabé. Je vis au Burkina Faso et c'est de l'écume de tout ce que j'ai ici qui bouillonne et qui à un moment donné produit quelque chose. Et c'est expressément fait
pour dire l'histoire d'une famille burkinabé, mais en réalité, cette famille burkinabé, vous ne la trouverez nulle part, sinon dans la fiction. Oui. Et il y a aussi le thème de la religion. Peut-être que vous avez été influencé par vos valeurs et vos références. Oui. Vous enseignez, je crois, au séminaire. Oui. Vous avez cette information. Voilà, vous ne faites pas de prosélytisme. Je ne fais pas de... Mais c'est tout comme. Oui, bon, je ne fais pas. Je ne fais pas de prosélytisme. J'ai enseigné au séminaire avant même d'intégrer la fonction publique, dans un petit séminaire appelé Tionkui. J'ai fait 4 années d'enseignement de vacation au petit séminaire de Nassau. Il y en a même qui m'ont surnommé Monsieur l'abbé. Donc tout ça, c'est des choses, peut-être que ma manière de faire fait que, bon, cette, j'allais dire, ce spiritualisme, ou bien pour ne pas dire cette religion, quelque part, dans mon apparence ou dans ma manière de faire, peut ressurgir, et peut-être à travers mes écrits également. Tout à fait. Et dans votre roman, Il était une fois aux Feuillantines, ici, le couvent des Feuillantines est comme le symbole de la providence chrétienne. Oui, c'est un symbole et ce n'est pas fait au hasard si j'ai dit il était une fois aux Feuillantines et que j'ai voulu que cela se passe, mais j'avoue que c'est le critique qui m'a permis de faire cette coïncidence. Sinon, je n'avais pas pensé à tous ces éléments, c'est la providence et tout ça, mais pour moi, il fallait un lieu, j'allais dire, opportun, un lieu vraiment bien choisi qui puisse permettre que la rencontre puisse se faire. Et donc, comme l'héroïne fuyait vers les Feuillantines pour pouvoir avoir un calme pour méditer. Donc il a fallu que cette rencontre se fasse dans un cadre propice. Une rencontre peut se faire dans un cadre bouillant, ça peut se faire dans un bar, ça peut se faire ailleurs. Ici, c'est aux Feuillantines un lieu plus propice à la méditation, etc. Et c'est le lieu où les deux amoureux se rencontrent, mais c'est de là également que deux grands hasards, le fait que Daphné choisisse la profession d'agent des eaux et forêts, qui est celui de Minogo, et l'adoption d'Hector par ce dernier, le fils de Daphné, mais également sous le signe du fait que les deux protagonistes sont placés sous le signe de la bienveillance divine, de la bienveillance divine. En écrivant, comme on le dit, je n'y avais pas pensé en tant que tel. Oui. Voilà. Et il y a aussi le thème de l'écologie. Au XXIe siècle, il y a vraiment des thématiques assez importantes, telles que l'écologie, telles que l'environnement qui est menacé. J'ai voulu bien sûr en parler un peu dans ce roman, pour que les uns et les autres puissent en prendre la graine en quelque sorte. Et cette question de l'écologie peut rejoindre une préoccupation proche de la négritude, qui est de la proximité de l'homme noir avec la nature. Oui, l'homme, comme disait Senghor, l'homme nègre vit en symbiose avec la nature. Il est souffle, il respire au souffle de la nature, il respire au souffle du monde, etc. Bon, tout ça, c'est bon, en tout cas, il y a cette thématique depuis vieille qui rejoint un peu la thématique du bon sauvage, en fait. Voilà, il y a ce thème-là que je cherchais. Bon, sans aller forcément dans ce sens, mais je pense que quelque part, on rejoint la négritude, puisque la négritude, c'est quoi? C'est tout simplement accepter sa valeur, j'allais dire son identité de nègre, qui est en symbiose avec la nature. Un peu comme Césaire le dit, nègre je suis, tout à nègre fait. je le resterai. Absolument. Donc là, cette symbiose avec la nature est le propre du nègre à l'origine, et je pense que cette situation gagnerait toujours à être travaillée pour aujourd'hui les hommes qui sont tournés vers la modernité à tout prix et qui n'est pas toujours positive pour nous. Joseph Sanou, on va terminer cette émission par votre écriture. On le voit, il était une fois aux Feuillantines. Déjà, le titre fait penser à un conte. Et c'est comme si le fait que vous aimez la forme traditionnelle du conte se retrouve dans ce titre. Oui. Il était une Feuillantine, c'est un peu comme une sorte de boutade. Quand vous prenez Il était une fois aux Feuillantines, bon, si vous ne lisez pas un roman, on aurait l'impression que c'est un conte. Mais en fait, c'est aussi, quand un écrivain cherche à donner un titre à son œuvre, quelque part aussi, il joue sur la manière dont cela va captiver les éventuels lecteurs. C'est dans ce sens-là. Et puis, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, à travers ce roman, il y a quelques éléments de conte. J'aime bien sûr le conte. Je m'essaie au conte, j'écris des contes. Les contes même qui sont racontés dans ce roman ont été créés par moi-même. Ce ne sont pas des contes
que j'ai pris dans la société traditionnelle, même si j'ai fait des recueils de contes, j'ai recueilli les contes traditionnellement, et que, bon, je me propose d'en faire un écrit. Et quand on regarde également, il y a une certaine poésie qui se dégage de votre roman. Vous alliez des phrases courtes à des phrases longues, comme pour donner un rythme. Est-ce que c'est une intention particulière pour vous? Je vous remercie effectivement d'avoir été sensible à ça, hein, d'avoir lu et de voir en sorte que effectivement il y a des éléments poétiques à l'intérieur. Parce que sans me répéter, je pense que honnêtement, sans aussi me vanter, je veux être humble, le plus humble possible. Je pense qu'on ne peut pas écrire sans avoir des connaissances. On ne peut pas produire des œuvres d'une certaine facture sans avoir aussi des connaissances en poésie. La preuve est que tout écrivain, quelque part, écrit, c'est ça à tous les gens. Je veux dire, je suis romancier aujourd'hui, demain je peux être novelliste, demain je peux être poète et tout ça. Et je travaille en sorte que, en lisant, on a du plaisir d'abord à la lecture et peut-être le plaisir aussi par rapport au fil de l'histoire. C'est ce qui fait que j'essaie de rendre un peu... Bon, je vais dévoiler mes batteries en disant tout simplement, je suis un peu comme un disciple entre guillemets, hein, c'est une manière de dire, de Chateaubriand, René de Chateaubriand. Oui, René de Chateaubriand, mais on le remarque également, le rythme de la phrase, comme je l'ai dit, est mis au rythme, c'est-à-dire au service d'une intention. Et on se rend compte, par exemple, le regard ironique qui ridiculise le comportement d'une femme extravagante lors d'une fête populaire. À la page 11, par exemple, vous dites « De temps à autre, le désir de se trémousser montait comme de l'ivresse dans l'une ou l'autre femme assise. Alors elle se levait majestueusement, s'arrangeait ostensiblement le pain, rejetait les pans de son boubou de basin de gauche à droite, à l'épaule avec des froufrous agréables et noblement s'avança dans le cercle de la danse. À ce moment-là, les griots ou les griottes invités spécialement pour la circonstance partaient en de stridents acclamations, puis enrobaient le tout par de mélodieuses dithyrambes qui gonflaient, on s'en doutait, le cœur et l'amour-propre de celles qui étaient montées dans l'estime et sur le piédestal des hommes. Vous êtes en quelque sorte moqueur de cette extravagance. Oui, moqueur, peut-être le mot est trop fort, peut-être je dirais ironique, si le mot est un peu plus faible, je ne sais pas si les mots sont synonymes, mais je ne dirais pas moqueur, peut-être ironique, parce que l'écrivain aussi use de l'ironie, qui va peut-être vers la moquerie, mais je ne voudrais pas que ça soit de la moquerie. Mais en réalité, je jette un regard sur les différentes manifestations parfois qu'on a, où les gens en réalité vont pour voilà, en mettre la poule au jeu, voilà, s'exhiber, en faire voir de tout, enfin, leurs atouts, leurs vêtements, se montrer et tout ça. C'est un regard sur cela. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, le rythme de la phrase, effectivement, essaie d'épouser un peu la manière dont cette femme se lève, une certaine nonchalance, une certaine manière de se faire voir. Et puis après, il y a la chute par rapport à la phrase courte, pour dire que tout ça, finalement, a une fin. En réalité, on se montre, mais finalement, comme le dit quelque part, c'est vanité de vanité, quoi, en réalité. Et la conduite du récit, c'est le chemin narratif qui n'est pas linéaire, mais c'est aussi le fait que vous opérez de fréquentes ruptures qui peuvent perdre le lecteur. Et les retours en arrière, peut-être pour le critique, ça peut marquer une sorte de crise aux données complexes. Oui, en réalité, tout ce que ce roman, c'est un roman de crise. Voilà, un roman qui souligne une crise profonde entre Daphné et son père. Et cette crise, à un moment donné, va avoir son dénouement, c'est vrai. Mais il se trouve que cette crise qui était latente et qui va s'approfondir, va à un moment donné se permettre aux personnages de se réconcilier, quoi. Si on voit le roman à un moment donné, la réconciliation va se faire. Merci à vous, Joseph Bakita Sanou, d'être venu nous parler de votre roman. Il était une fois au Feuantine, l'histoire d'une famille burkinabé. Certainement, c'est avec plaisir qu'on vous recevra les prochaines fois dans cette émission pour parler de votre œuvre, mais aussi de votre écriture. Je vous remercie, M. Kindo. Merci d'avoir fait le déplacement pour cette émission. Je vous remercie grandement. Voilà, c'est tout pour le numéro de cet écrit de ce soir. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.